Bonjour et bienvenue à tous dans le magazine littéraire, le magazine consacré à la littérature sur Zouk TV. Un magazine qui vous propose de découvrir la littérature sous toutes ses formes en compagnie d'invités de renom. Aujourd'hui, notre magazine sera consacré à la créolité, deuxième volet d'un débat contradictoire avec notre invité, le docteur en droit Dominique Monotuka. Avec lui, nous poursuivrons la découverte de l'autre vérité créole, un enrichissement en clair. Bonjour Dominique Monotuka. Bonjour Rodolphe Etienne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans le magazine littéraire. Le mouvement de la créolité, défini en 1989 dans l'ouvrage Éloge de la créolité et signé de Raphaël Confiance, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau, a beaucoup fait couler l'encre. Pour autant, cette notion suscite aujourd'hui encore des réflexions contradictoires. Dominique Monotuka, qui a déjà publié Adieu le code noir, Ne m'appelez pas créole, ou encore Moun, la névrose Fini la névrose créole, Moun, fini la névrose créole, invite à une réflexion où notre imaginaire collectif se définit hors du cadre créole. Brillant avocat, Dominique Monotuka nous propose un autre regard sur les notions de créole et d'identité, une analyse très pertinente que l'on prend beaucoup plaisir à découvrir pour peu que l'on apprécie le débat contradictoire. Être créole, être moun, la question est essentielle au cœur d'une identité en perpétuel mouvement. Dominique Monotuka, je suis à nouveau très heureux de te recevoir à nouveau sur ce plateau. Nous sommes de vieux amis, je l'ai déjà dit lors de la précédente émission. Et j'en profite pour féliciter un intellectuel pour qui j'ai énormément de respect, un garçon brillant. Et nous apprécions bien évidemment les hommes et les femmes, bien évidemment, aussi brillants et brillantes chez nous. Donc nous avions déjà abordé un certain nombre de questions. Hein, et nous avions pas mal discuté lors de la première émission la semaine dernière. Tout à fait. Pour redire l'essentiel, tu abordes une notion dans tes écrits qui est la notion du moun, que tu opposes de manière assez claire et évidente au mouvement de la créolité. Alors, dans un premier temps, moun, qu'est-ce que c'est? Oui, alors, il faut bien comprendre en fait, je dirais, de quoi l'on parle. Toute civilisation a une perception de ce qu'est l'être humain, une perception métaphysique de ce qu'est l'être humain en tant qu'être. Et donc, les civilisations, à un moment donné, nomment leur perception, donnent un mot, hein, un signifiant, un mot, posent un mot sur leur perception de l'être humain, donc leur conception de l'être humain. Et en l'occurrence, la civilisation africaine, la civilisation noire, a eu, elle aussi, à nommer sa perception de l'être humain, hein, sa métaphysique, c'est-à-dire au-delà de l'apparence, c'est quoi l'être humain? C'est ça la perception métaphysique. Eh bien, la civilisation noire a créé un mot, hein, notamment, qui est le mot moun, ou muntu. Hein, que l'on retrouve en Afrique. Et que l'on retrouve en Afrique, et que nous avons gardé dans notre langue martiniquaise, puisqu'on dit en moun. Hein, tout le monde, c'est moun, en moun. Et donc, ça renvoie à cette perception métaphysique et qui renvoie à l'identité de l'individu qui a cette perception de l'être humain. En l'occurrence, eh bien, lorsqu'un noir dit en moun et nomme en fait en moun, si vous l'analysez, vous verrez en fait qu'il y a une correspondance entre ce moun et l'identité, le fait d'être noir, c'est-à-dire qui je suis, la grande réponse qui je suis. Il y a une correspondance entre qui je suis et la perception que j'ai de l'être humain. Voilà. En disant la perception que j'ai de l'être humain, je dis qui je suis. Et en l'occurrence, moun, qui est en fait le terme désigné par la civilisation noire comme conceptualisant, comme représentant en fait sa vision métaphysique de l'être humain, renvoie à cette perception qui dit qu'il n'y a qu'une seule nature humaine, qu'il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, en définitif, eh bien, quelles que soient les apparences des uns et des autres, les êtres humains, eh bien, leur nature n'est pas différente, leur essence n'est pas différente, leur espèce n'est pas différente. Ce qui est très loin de la définition métaphysique de l'être occidentale. Absolument. Puisqu'il y a eu en Occident toute une hiérarchisation, toute une philosophie de la hiérarchisation des individus, des êtres, des cultures, des identités, exactement, etc. Et c'est ce qui permet en fait
s'agissant en fait de la civilisation noire, donc, qui permet en fait, je disais qu'il y avait une correspondance entre la perception de l'être humain, de ce qu'il est, et puis l'identité. Eh bien, c'est pour cette raison que les noirs, en fait, vous verrez qu'un noir conçoit qu'un noir peut avoir toutes les nuances de couleur de peau et toutes les typologies de cheveux ou autres. Vous voyez, un noir peut être ce qui n'est pas le cas pour la civilisation occidentale, la civilisation blanche, qui se considère exclusive. Oui, qui a une autre vision du monde, une autre vision métaphysique de l'être humain. Et en l'occurrence, tout ce qui est en dehors d'elle, pour prendre un schéma classique, un vieux schéma gréco-latin, tout ce qui est hors d'elle est barbare. C'était le point de vue de l'époque. Ça, c'est une conséquence. Ça, c'est une conséquence, en fait, de cette perception. Et quelle est cette perception de la civilisation occidentale, la civilisation blanche, et qui lui a permis, en fait, de nommer, je dirais, cet être humain ou ces êtres humains, en fait, qu'il voit. Eh bien, c'est une perception plurale. Téléphone un peu là. Tout à fait. C'est une perception plurale de l'humanité. Pour l'Occident, pour la civilisation blanche, il y a plusieurs natures humaines, il y a plusieurs espèces humaines, il y a plusieurs essences humaines. Et donc, qui fait que, eh bien, pour la civilisation blanche, eh bien, vous constaterez qu'en fait, que, eh bien, un blanc ne peut pas être de ma couleur, par exemple, ou de ta couleur. Un blanc est intégré et renvoie à une identité qui correspond à sa perception du monde. Et c'est une identité, c'est ce que j'appelle une identité raciale, racialisée. Cette vision du monde a été très manifestée aux États-Unis, par exemple, où il y avait d'un côté les blancs et toutes les nuances de noir possibles et imaginables restaient des noirs. Voilà, exactement. Et n'avaient pas donc par conséquent les droits civiques, etc. Et voilà. Et donc, oui, et là, on pourrait remonter depuis l'Antiquité et voir cette projection de la civilisation blanche, en fait, sur cette projection métaphysique, cette perception donc des autres, de la civilisation blanche, et constater que, en effet, eh bien, parce que c'est comme ça qu'ils voient le monde, eh bien, ils n'ont cessé de traiter le monde ici. Et donc, qui fait que, eh bien, je disais que, eh bien, ce que j'appelle l'Occident, la civilisation blanche, a une identité raciale ou racialisée, c'est-à-dire une identité, en fait, bâtie sur la conviction, la perception métaphysique qu'il y a plusieurs espèces humaines, plusieurs natures humaines et par conséquent plusieurs races. C'est ça la race. Et qui s'oppose à la vision africaine du monde. Du monde. C'est deux visions totalement opposées. Et qui renvoient, je voudrais le dire, et qui renvoie à une pratique, je disais, de cette vision que l'on retrouve depuis au moins l'Antiquité, et surtout cette vision du monde. Il faut le comprendre parce qu'elle est propre à cette civilisation. Elle a eu à s'appliquer d'abord aux membres de cette civilisation. C'est à l'encontre des Blancs que cette vision du monde s'est vue appliquer au départ. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des Blancs qui ont été perçus par d'autres Blancs depuis l'Antiquité comme ne relevant pas de la même race que ces Blancs-là, d'où le concept d'esclave, les Slaves, qui a donné le concept d'esclave, et que, eh bien, ce que je veux dire, c'est que vous verrez à l'analyse, en fait, que, je dis vous, pas toi, mais je dirais les téléspectateurs aussi, à l'analyse, en fait, que, eh bien, ce qui caractérise l'esclavage perpétré par l'Occident, au-delà du mot esclave, c'est précisément que cet esclavage-là, parce qu'il est le prolongement de la vision créole du monde, je dis créole, je dis plural de l'humanité, parce qu'à un moment donné, l'Occident a eu à poser un mot sur cette vision et a qualifié, à donner à cette représentation le terme, le nom créole, créolisé, etc. Et donc, cette vision du monde posée sur l'autre a permis, je dirais, à l'Occident de développer un esclavage particulier qui est l'esclavage créole, à savoir un esclavage bâti qui est le prolongement, qui est la traduction de cette vision du monde, à savoir qu'il y a plusieurs races, il y a plusieurs natures humaines, donc il y a plusieurs espèces du monde, et vous verrez en fait que l'esclavage ou la colonisation développée par l'Occident, ce sont deux modalités d'application de cette vision créole du monde. Alors, pour préciser, pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément Dominique Monde, en tout cas, qu'il soit de Martinique ou d'ailleurs, ce discours est quand même le discours extrême. Dominique Monde, en tout cas, tu portes ce discours
à l'encontre du mouvement créole. Un discours que l'on rencontre ailleurs dans le monde, et notamment les Canadiens sont aussi très critiques vis-à-vis de la créolité, selon la définition des pères de la créolité moderne, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé. Ici en Martinique, tu es le porte-parole de ce mouvement, mais derrière, avec de toi... quel mouvement? Du mouvement anti-créole. D'accord. Mais avec toi derrière, il y a d'autres personnes qui pensent, tout comme toi, que le mouvement de la créolité n'est pas la réponse à tout. Avant d'en arriver là, je voudrais te soumettre un exemple qui m'a été soumis récemment. Aujourd'hui, nous avons des générations successives de Martiniquais qui vivent un petit peu partout dans le monde. Et même en France hexagonale, par exemple, nous avons une population antillaise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti même, qui se retrouvent autour de traits communs, je dis de générations successives, hein, des gens qui sont là depuis 2-3 générations, et qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver en tant que créoles tel que nous le définissons ici aux Antilles. Et donc c'est pour ça que ton discours a du sens. Remettre en cause la créolité, c'est faire acte d'avancée de la pensée, c'est proposer un nouveau message, autre chose. Nonobstant, ton discours est relativement mal perçu. Peut-être parce que nouveau, peut-être par les créolistes patentés. Ah ben bien sûr, il faut nommer. Donc par une petite minorité qui a pu vivre et qui continue à vivre en fait sur, je dirais, les glorieuses que leur permettent, que leur autorise en fait, je dirais, l'ordre créole. Ça, tout à fait, mais c'est une petite minorité. Mais comment tu vis non pas ce rejet, mais cette difficulté à exprimer des idées neuves finalement dans un pays comme le nôtre? On a l'impression qu'il y a une intelligentsia qui phagocyte un petit peu le discours et qui en fait le discours unique. Alors la créolité, c'est le grand mouvement que tout le monde doit suivre, alors que toi, tu es plutôt dans une tendance inverse, ou complémentaire, ou différente. Oui, ce qui est certain, c'est quoi? C'est que, au-delà de l'idéologie, au-delà des opinions des uns et des autres, il y a le travail du chercheur, il y a le travail scientifique qui se veut convaincant parce que objectif, parce que bâti sur des éléments de preuve. Et donc, voilà, telle est ma démarche. Il ne s'agit pas pour moi de polémiquer au sens où, rentrer dans un débat je dirais de bistrot avec quiconque. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit là, en fait, d'interroger une réalité, un objet scientifique, un objet, en fait, je dirais, qui doit se soumettre à l'étude scientifique. Voilà. Et il s'agit, en fait, de ce qu'on désigne, en fait, comme étant la créolisation, de ce qu'on désigne comme étant la créolité, ou l'identité créole. Et donc, le chercheur a la possibilité, à partir du moment, en fait, où il adopte, en fait, les méthodes, je dirais, scientifiques qui permettent de préserver un minimum d'objectivité, a la possibilité d'aller, de vérifier tout ce que je dis et que j'ai pu publier dans mes ouvrages. Alors, tu parlais en fait de la petite minorité qui aidée, je dirais, de certaines institutions, voudrait imposer le mensonge. Le mensonge, je pèse mes mots, le mensonge à la majorité. Pensant qu'en fait, de par, je dirais, leur position dans la société, ils peuvent faire avaler n'importe quoi aux uns et aux autres. Alors là, nous disons non, et nous, parce que nous savons que nous tous, nous avons cet esprit critique, nous avons cette capacité de comprendre, d'entendre, d'écouter et de pouvoir vérifier, de viser lorsque c'est possible. Eh bien, c'est pour cette raison que pour casser cette dynamique avilissante, parce que c'est quand même un regard qui, à mon avis, relève du mépris. Dire que la colonisation est une bonne chose, dire que l'identité créole est une bonne chose, et falsifier l'histoire, parce qu'il s'agit de ça, falsifier l'histoire, eh bien ça c'est très grave. Alors, pour illustrer... Je pense que justement, je pense que c'est là où tu voulais en venir.
Pour illustrer, il y a un merveilleux passage qui est produit dans cet ouvrage, donc si tu peux Résilience aux manipulations qui fait suite au débat mené par l'association Tous Créoles, entre autres, à Madiana, autour de la résilience. À l'université. Sur le campus, tout au niveau, sur le voilà. Sur le thème voilà. Et donc cet extrait est merveilleux, tu pourrais nous le relire, il est édifiant, il parle de lui-même. Oui, mais ce n'est pas le seul extrait, c'est-à-dire qu'en fait, les archives en fait pilulent de ce type d'extrait, et surtout, eh bien, contrairement à ce que certaines de la petite minorité prétendent, eh bien, un glissant par exemple, c'est quelqu'un qui, et je le cite dans cet ouvrage, et c'est vrai qu'à un moment donné, il a caché en fait lui-même le glissant, il a caché en fait cela à la population, mais lui-même au départ, lorsque finalement, je dirais la gloire n'était pas aussi importante, la gloire apportée par la valorisation de la colonisation, eh bien, n'était pas aussi importante, eh bien, Glissant lui-même disait clairement, c'est quoi la colonisation? Que c'était en fait la négation de l'humanité, c'était une violence esclavagiste, c'était consubstantiel à l'esclavage. Voilà l'idée en fait cet extrait, je le trouve très éloquent. C'est voilà. Henri Vallon qui parle, c'est ça hein? Oui, Henri Vallon. Donc, qui explique un petit peu ce qu'est un créole à l'époque esclavagiste. Oui, mais surtout ce qu'est le processus de créolisation fait de l'être humain. Et donc, c'est parce qu'on a subi le processus de créolisation qu'à l'issue, on peut dire en fait qu'on est un créole. Voilà. De mon point de vue, c'est certainement là l'accroche la plus pertinente de cette analyse que tu mènes. Et c'est là que la réflexion est convoquée. Absolument. C'est à la source, à la base. Et la bonne foi. Et la bonne foi. Oui, à la source et à la base. Oui. Alors qu'à la source et à la base, Henri Vallon dit quoi? Voilà. C'est quand même édifiant de le lire. Voilà. Qu'est-ce qu'un créole, mesdames et messieurs? Voilà, à l'époque esclavagiste, tout au moins, qu'est-ce qu'un créole? Tout à fait. Je cite Henri Vallon, nous sommes dans la société esclavagiste. Nous sommes au 19e siècle, avant l'abolition de l'esclavage, avant la loi qui abolit le statut d'esclave et de meuble de 1848. Voilà, pas la loi, le décret, pardon. Voilà ce que Henri Vallon dit. Il y a, je le reconnais, des différences entre le nègre de traite et le nègre créole. Le nègre de traite, c'est celui qui vient juste d'être arraché à l'Afrique pour être intégré dans la société esclavagiste. Et le nègre créole, c'est celui qui est déjà là, intégré dans la société esclavagiste depuis un moment. Différence dans les formes, différence même dans la valeur. Où le nègre de traite valait 200 francs, le nègre créole pourrait en valoir 1200. Qu'est-ce à dire? Elle répond à la question. Il vaut mieux comme instrument, sans doute. Il a été dressé au travail. Il vaut mieux comme animal. Il s'est acclimaté. Mais vaut-il mieux comme homme? Et un peu plus loin, il dit, allez à l'homme et cherchez ce qu'il devient. Fin de citation. Et donc, c'est édifiant. C'est édifiant. Et ça fait peur. Peur, je ne sais pas, la vérité ne doit pas faire peur. Ça fait peur de conceptualiser un petit peu l'état d'esprit de l'époque où l'Africain n'existe pas à l'état de meuble, d'esclave, et profite profite de mieux vivre, de mieux être, de mieux considérer à partir du moment où il intègre les valeurs de la plantation, qui sont des valeurs du travail, racisme surtout. Oui. C'est-à-dire en fait, premièrement, ce que j'appelle la matrice créole, à savoir, il faut que dorénavant, ils s'instruisent dans la prétendue existence de plusieurs races, de plusieurs natures humaines, de plusieurs espèces humaines. Et par conséquent, il faut qu'ils admettent qu'il est une race différente de celle du colon, du blanc. Et donc, il rentre dans le processus. Rappelle-toi, je disais, les deux visions du monde qu'il a aussi un meuble, qu'il a aussi un instrument. Et par conséquent, oui, en tant que race, il est d'une race inférieure au blanc, ce qui autorise à la race supérieure de l'instrumenter comme animal, comme marchandise, etc. etc. Voilà. Donc, il faut juste une petite précision. Le nègre qui arrive est bossal, et le nègre qui s'est acclimaté est créole. Voilà. Peut-être signaler le simple fait que tout le monde, tous les Africains qui se retrouvent
sur la plantation sont rangés sous la bannière bossale déjà. Hein. Il n'y a plus des Guinéens, des Ivoiriens ou je sais pas d'où, ou des Aradas ou je sais pas. Ils sont des bossales. Je comprends. Oui, en effet. Et puis, si je peux me permettre, oui. Il y a aussi une autre classification que tu mets en doute, c'est celle-là des créoles, puisque les créoles, eux, sont rangés sous différentes bannières, Mamelouk, Sakatra, Métis. Donc il y a toute une hiérarchisation de la plantation, une hiérarchisation raciale basée sur la pigmentation, et c'est là-dessus que tu mets le doigt en disant ça c'est la créolité, messieurs et dames, c'est cette manière de considérer l'homme avec l'être humain, exactement, voilà. C'est des différentes caractéristiques qu'il exclut. Exactement, la matrice de cette société, c'est la matrice créole, c'est-à-dire en fait, dorénavant, les Noirs, les afrodescendants, doivent se socialiser selon le prolongement de la matrice créole, c'est-à-dire selon le prolongement de la matrice propre à la vision métaphysique des Blancs, qui considère qu'il y a plusieurs races. Donc dorénavant, les Noirs, les afrodescendants doivent être instruits dans ça, et donc ce qui va se passer, tout naturellement, il va y avoir plus que le noir d'une autre nature que le blanc. C'est deux natures différentes. S'il y a progéniture, il ne pourra avoir en fait qu'un mélange de nature. Hein? Et donc, en prolongement de la vision métaphysique de l'Occident, il va y avoir un vocabulaire qui va naître pour désigner toute ceci. Donc, il va y avoir le concept de métis, de mulâtre, le concept de chabin, le concept de griffon, de mamelouk, de carteron, etc. Et donc, des sakrata, exactement. Et donc, tous ces concepts-là n'auraient pas pu voir naissance si la matrice créole n'était pas le processus dans lequel, dorénavant, eh bien, devraient vivre et se socialiser tant les Noirs que les Blancs en commun. Et c'est là que ton argumentation prend tout son sens et prend tout son relief. Parce que c'est en pointant du doigt la matrice elle-même, la non-sotia. Voilà. Et quand, alors on peut être pour ou contre, argumenter pour ou contre, mais à mon avis, il est quand même intéressant de prendre en compte cette idée, de la jauger, parce que de toute façon, elle nous permet de nous élever. De comprendre en fait où nous sommes et pourquoi. Et puis ça permet peut-être de mieux faire face aussi mais bien sûr, parce que, aux événements du quotidien. Exactement, voilà. Parce que en fait, ça renvoie notre quotidien. Et tu verras en fait que, eh bien, à partir de l'abolition du statut d'esclave et de meuble, tu verras en fait donc la pression, puisque cette abolition a desserré dans une certaine mesure l'impact du code noir dans sa violence quotidienne, eh bien, tu verras en fait qu'il y a un certain nombre de concepts qui vont disparaître. Pourquoi ces concepts vont disparaître? Par exemple, griffon, carteron, on entend plus ou moins des fois, bon, etc. Mamelouk, hein, ces concepts-là vont disparaître. Pourquoi? Parce que dans la trajectoire qui oppose la vision Moun et la vision créole, eh bien la vision Moun va au fur et à mesure en fait s'imposer jusqu'à en fait faire disparaître certaines, voilà, modeler la société, modeler, renouveler le vocabulaire, et qui fait que et cette vision Moun va continuer le combat jusqu'à interdire le racisme, jusqu'à ce qu'en fait, eh bien, il soit interdit. Voilà. Et jusqu'à, en 2001, reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et si c'est un crime contre l'humanité, ça veut dire en fait que, eh bien, nous aussi, les afrodescendants, hein, ces hommes et ces femmes en fait qui étaient, voilà, sont de la même humanité que celle des Blancs. Et donc, ça remet en cause un petit peu tous les acquis, tous les points de vue, toutes les idées de la période esclavagiste. En tous les cas, c'est la vision créole, c'est la vision créole en fait qui finalement est obligée en fait de laisser la place à la vision Moun qui vient et qui structure en fait la société dorénavant. Voilà. Et c'est pour cette raison que dans Résilience ou manipulation, j'ai fait un article et cet article je l'ai intitulé Le processus de décréolisation, un processus à aboutir. C'est-à-dire, en fait... Et c'est là où certainement, ton approche fait le plus peur. Parce qu'on se dit, s'il faut changer notre mentalité, notre manière de vivre, notre manière de voir le monde, etc., s'il faut changer tout ça, on va vers où? On va vers quoi? Alors,
C'est peut-être pour ça que certains ont peur d'idées qui sont très pertinentes, et je me répète. Je vais te répondre très clairement là-dessus. En réalité, c'est quoi créoliser le noir? Parce que c'est le colon, c'est-à-dire créoliser le noir. Hein? C'est précisément sur le plan strictement intellectuel, je dirais. Parce que la vision métaphysique des noirs n'est pas atteinte. C'est pour cette raison que nous sommes dans des contradictions, un peu dans une situation schizophrénique, puisque la société, telle que socialement elle se décline, juridiquement elle se décline, eh bien, n'est pas la traduction de notre perception du monde, n'est pas la traduction de monde en droit, hein, dans la socialité. Voilà. Et tout notre combat depuis le commencement, c'est de dire, il y a une seule humanité. Et ça progresse, et ça se traduit au fur et à mesure en droit. Eh bien, ça consiste en quoi, nous créoliser? Ça a consisté en fait, et ça continue, à nous apprendre, intellectuellement parlant, qu'il y a plusieurs natures humaines, qu'il y a plusieurs races, etc. Et qui fait que, eh bien, il y a en quelque sorte un déphasage entre notre perception métaphysique du monde, en tant que noir, en tant qu'identité noire qui correspond à l'identité noire, la vision monde, et puis ce qu'on nous apprend, et qui sont des mensonges par rapport à notre identité, par rapport à notre perception métaphysique du monde. Et donc, il y a une dichotomie qui se crée. Et donc, d'où certains comportements un peu schizophréniques, etc. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est la correspondance entre notre perception monde et puis l'éducation qu'on reçoit. L'éducation à travers, en fait, je dirais, nos parents, hein, à travers, en fait, l'école, à travers les médias. Et donc, c'est cette correspondance. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme on est éduqué dans la colonisation, eh bien, cette dichotomie fait que, eh bien, tout en reconnaissant en fait qu'il y a des noirs spontanément, parce que c'est notre vision du monde, de toute nuance de couleur de peau, etc., et que finalement, métaphysiquement, on n'adhère pas, on ne correspond pas, on n'est pas en harmonie avec la vision créole, mais en même temps, dans la pratique sociale, parce que l'ordre social nous impose, comme au temps de l'esclavage en fait, de nous socialiser selon cette vision métaphysique créole qui a l'autorité. D'y être soumis. D'y être soumis. Et qui fait que, lorsque tu disais en fait que, est-ce que ça fait où on va, etc. Mais c'est précisément là où on a toujours décidé, et nos ancêtres l'ont décidé, et nous l'avons hérité, on a toujours voulu aller, c'est-à-dire en fait vers une correspondance entre ce que l'on apprend et notre vision du monde. C'est-à-dire que le droit, que les ouvrages scolaires, que les médias, nous projette une société structurée, configurée selon la vision monde et non point selon la vision créole. Tchébé Parola, alors je ne sais pas si les téléspectateurs de l'autre côté sont de mon avis, mais indéniablement ton discours est pertinent et mérite qu'on s'y attarde, parce que d'autant que nous sommes dans un petit pays, et qu'il faut, à mon avis, dans un petit pays, avec ce caractère illéé qui nous caractérise, il faut que nous confrontions nos avis à ceux des autres, déjà dans le grand monde, mais également qu'ici, localement, dans notre pays, qu'il y a aussi des débats contradictoires, parce que, bon Dieu, c'est à partir du débat contradictoire que nous pouvons élaborer de nouvelles idées ensemble. Absolument. Je vous rappelle donc que nous sommes dans l'émission Le Mag littéraire, aujourd'hui consacrée à la créolité, deuxième volet d'un débat contradictoire avec notre invité Dominique Monotuka. Dominique Monotuka, je vous le rappelle, est docteur en droit et avocat au barreau de Fort-de-France. Nous poursuivons, nous avançons bien dans la discussion. Alors j'espère que nos explications ont été plus claires, ont rendu plus clair le concept du monde pour les téléspectateurs. Un concept de monde qui s'oppose au concept de la créolité, mais qui oppose également deux visions du monde. Une vision occidentale qui hiérarchise le monde. Voilà. Alors la hiérarchisation, en fait, il faut bien comprendre ça. La hiérarchisation n'est qu'une conséquence de la perception plurale de l'humanité. C'est parce qu'ils perçoivent leur perception renvoie à prétendument plusieurs natures humaines qu'ils finissent par hiérarchiser le monde, les êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit par exemple qu'il y ait deux bouteilles, voilà, on a deux bouteilles pareilles, et bien parce qu'il y a deux, et bien vous verrez qu'à un moment qu'il est impossible en fait pour celui qui a à gérer quotidiennement en fait deux, de ne pas hiérarchiser. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui... Mais la mienne est plus pleine que la tienne, par exemple. Voilà, exactement. Donc, non, plus vide, pardon.
bon, on pourrait dire plus pleine si c'est le vide, si c'est le plein de vide, voilà. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que eh bien, c'est un peu comme si on a deux chemises, pareil. Mais aujourd'hui, on va dire c'est celle-là, et demain on va dire c'est celle-là, etc. On rentre nécessairement dans la hiérarchisation. Donc, je veux dire en fait que la vision créole aboutit nécessairement à la classification des êtres humains. Dans Moon, fini la névrose créole, donc signé Dominique Monotouka aux éditions Moins dont tu es le responsable. Oui, avec d'autres. C'est une petite maison d'édition que nous avons créée. Alors, il est dit, le problème par conséquent, après tout ce qu'on a dit, reste entier. Avons-nous bien pris la mesure du paradigme métaphysique des Européens et notamment de sa pratique dans le monde, dans le temps et dans l'espace? Et avons-nous une conscience suffisante des effets de notre propre paradigme, c'est-à-dire le paradigme Moon, sur le monde et de son intérêt pour les êtres humains? Aujourd'hui, dans le monde actuel, on a deux tendances manifestes assez fortes. On a un monde globalisé économiquement, qui impose comme ça des lois assez drastiques au gouvernement. Et puis, on a un mouvement social qui, lui, tend à dénoncer tous ces comportements et à remettre l'homme au milieu du cercle, là où essentiellement il devrait être. Le mouvement Moon rentre un petit peu dans ce cadre-là, de replacer l'homme, l'identité humaine, au centre même, au cœur même du débat. Oui, alors... Et de toutes les humanités, tous les hommes. Tout à fait. Alors, il n'y en a qu'une seule humanité dans la vision Moon. Et là, tu parlais finalement de l'international, en fait, du monde entier, hein, et qui prend je dirais, qui a des moyens d'expression, notamment le droit international, hein, et qui est très significatif au sujet des deux visions du monde. Le droit international à l'heure actuelle, hein, qui triomphe, est un droit en fait élaboré par l'Occident, élaboré par la civilisation blanche. Et c'est un droit raciste. C'est un droit qui est le prolongement de la vision créole du monde. Et quiconque étudie le droit, l'esprit du droit, n'a pas de difficulté en fait en étudiant le droit international, n'a pas de difficulté à constater cela. La notion de race est acquise, mais surtout, même si il advenait en fait que l'on enlève le terme race en fait dans la l'esprit reste dans le voilà la structure, l'esprit et la structure est racialisée et raciste par conséquent. Et donc c'est ça le droit. Mais c'est pas seulement le droit international, c'est aussi le droit national aussi. Le droit national, je parle lorsque je pense au droit international, je pense par exemple au droit de l'ONU, etc. Hein, Charte des droits de l'homme, etc. Eh bien, le droit national aussi, et les droits nationaux sont arrivés à ce stade aujourd'hui, en raison du processus de colonisation et qui se mondialise, eh bien, n'oublions pas les expériences de la colonisation, et qui aboutit à ce qu'on appelle la décolonisation, mais la décolonisation n'est rien d'autre en fait que la colonisation, c'est-à-dire ce n'est qu'une mutation de la domination créole. Le droit des pays décolonisés, tels qu'ils ont hérité la structure des pays colonisateurs, hein, donc de la civilisation blanche, eh bien, c'est un droit raciste, c'est un droit racialisé, c'est un droit raciste. Et donc, notamment en Afrique, si vous étudiez en fait le droit africain dans sa structure, au-delà de la perception Moon, mais c'est copier-coller. Et d'ailleurs, pour certains pays, c'est l'Occident, ce sont des spécialistes occidentaux blancs qui sont venus et pour rédiger leur constitution. C'est dire en fait que la chose est impossible, que ces droits de la décolonisation soient des droits Moon. Voilà, hein, que ce soit le prolongement de la vision Moon. Alors, eh bien, tu faisais tout à l'heure en fait référence à ce mouvement que l'on pourrait qualifier d'humaniste, hein, ces mouvements qui ont cours, ou altermondialistes et autres, en fait, pour pouvoir, en fait, qui disent en fait qu'il faut mettre l'être humain au centre. Hein, voilà.
En effet, nous en trouvons X mouvements dans ce sens et nous ne remettons pas en cause leur bonne foi, en tous les cas pour certains. Mais la posture Moon est totalement différente. Elle est totalement différente en quoi? C'est que si tu analyses en fait ces mouvements, tu verras qu'en fait qu'ils ne souhaitent qu'une réforme du système créole. C'est-à-dire finalement, ils ne remettent pas en cause le paradigme lié à la vision plurale de l'humanité, la vision créole, dont ils n'ont pas en général la perception. Conscience. La conscience. Ces mouvements se contentent en fait de réclamer plus de droits. De réclamer plus de droits, de se faire une place, demander que l'être humain ait une place plus au soleil dans le monde créole. Et dans le paradigme, voilà. Et donc dans le paradigme en fait en tant que voilà, etc. Et donc ils vont utiliser les concepts en fait propres au système créole, humanisme, universalisme, droits de l'homme, et tout ceci relève ne qu'est structurellement le prolongement de la vision créole du monde. Et Moon va encore plus loin que ça? Moon, en fait, Moon, c'est un autre paradigme. Moon, en fait, dit en fait, qu'il faut qu'on change de paradigme métaphysique. Moon dit, en fait, que, eh bien, cette vision plurale de l'humanité, eh bien, il faut sortir de ce système-là et élaborer un système qui soit le prolongement de la vision Moon. À savoir que, eh bien, qu'il n'y a qu'une seule nature humaine, et par conséquent, eh bien, que le droit traduise ça et assume ça. Et la vision Moon produit des concepts. Le concept Moon, par exemple, est un concept qui est un concept qui est le prolongement de la vision Moon, même si ce concept est là pour pouvoir dire l'existence de la vision Moon. Un exemple tout simple et peut-être mal chevillé, la déforestation amazonienne, qui oppose véritablement monde globalisé et monde altermondialiste. Quelle serait la position de Moon? Moon est contre, bien évidemment, que des populations se fassent dépouiller de leurs biens, fût-il pour le service du plus grand nombre. Moon irait plus loin, comment? Si je peux me permettre. Moon je dirais pas... Quand tu dis que Moon va plus loin... Je ne dirais pas que Moon va plus loin. En ce sens, je dirais que Moon en fait proposerait autre chose. Voilà. Puisqu'il y a cet exemple concret s'agissant en fait de la déforestation, il faut bien comprendre en fait que la vision créole, c'est une vision qui a évidemment sa force active. C'est-à-dire en fait qu'il y a un principe actif dans la vision Moon. Et le principe actif, la vision créole, comme la vision Moon d'ailleurs, mais puisqu'on parlait justement précisément en effet de la vision créole. La vision créole a son propre principe actif. Et le principe actif de la vision créole, parce que précisément il y a cette pluralité de l'humanité, c'est précisément ne pas entendre d'autres voix que celle de la vision créole qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, eh bien, les êtres humains, dans leur rapport, parce qu'ils ne sont pas de la même nature, parce qu'ils ne sont pas de la même espèce, eh bien, n'ont pas la même valeur, n'ont pas les mêmes droits, ne peuvent pas... Alors, il y a des êtres humains qui ont le droit de guider le monde. Humain. Voilà, les seuls humains en fait. Et puis il y a les autres qui doivent suivre. Et ces êtres humains qui prétendent en fait, parce qu'ils ont une vision plurale de l'humanité, qui prétendent guider l'humanité, eh bien considèrent que, eh bien, ils ont le droit de venir et parce qu'ils ont élaboré un système de s'accaparer. Voilà. Et donc, c'est ça le principe actif. Il y a un principe actif qui est de la prédation, ce que j'appelle la prédation patrimonialisante. C'est-à-dire que le principe actif de la vision créole impose au créolisé, impose au créole, impose à celui en fait qui emporte l'identité, cette posture et cette conviction que finalement, ils ont le droit de s'accaparer, ils ont le droit de s'approprier, parce que eux seuls savent. Parce qu'eux seuls sont les supérieurs. Eux seuls, en fait, ont cette intelligence. Et donc,
ils imposent un rapport de force vis-à-vis du reste de l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'en définitive, eh bien, nous voyons ce principe actif eh bien, dans l'esclavage que nous avons subi. Au sujet en fait, des biens, le traité de Berlin en 1885 est basé sur le principe actif en fait, de la vision créole, à savoir en fait, que bon, ben, les Noirs ont ça, ils ont cette richesse, mais ils ne savent pas quoi en faire. Nous avons suffisamment d'intelligence pour en faire quelque chose. Eh bien, voilà, comme Jules Ferry disait, au Parlement français, en tant que colon, disait qu'en fait, que bien oui, la race supérieure en fait, a le droit en fait, de civiliser la race inférieure et c'était un grand débat autour de l'idée en fait, qu'il fallait, oui ou non, aller s'accaparer, aller prédater l'Afrique, y compris les individus qui sont dessus. Ceci dit, le prétexte de l'évangélisation avait été aussi un prétexte pour coloniser l'Afrique. Là, le deuxième prétexte le plus ronflant, le plus redondant, c'est effectivement de dire nous avons le droit d'apporter notre civilisation à ces civilisations qui, regardez-le bien, sont restées à un stade non évolué quand même. Donc, absolument. Mais c'est pour dire en fait que, pour bien distinguer... mais c'est ça qui est intéressant. En fait. Moi, ça me fait penser effectivement à ces paradigmes, comme tu le dis. Alors, celui qui prétend qu'effectivement adorer un morceau de bois et puis faire sa prière à côté, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux prier un autre Dieu que le colon impose. C'est un prétexte, c'est une donnée du paradigme. Et ensuite, la civilisation, cette grande machine que nous avons mis en œuvre et qui nous a permis d'oppresser les uns et les autres, ben, il va falloir encore l'imposer aux uns et aux autres comme manière de vivre. Exactement. Et là, ça me permet D'où l'état du monde actuel. Tout à fait, exactement. Mené donc, selon tes idées, par ce paradigme créole. Oui, qui est là, qui est une grosse machine. Eh bien, lorsque tu évoquais en fait la religion catholique en l'occurrence, eh bien, si... Ou musulmane. Ou musulmane ou autre, tout à fait. Si le créole est catholique, parce que justement, il a une vision métaphysique créole du monde, eh bien, il va se considérer comme devant t'imposer parce que sa religion, et voilà. S'il est athée, à ce moment-là, il va t'imposer l'athéisme, il en a le droit. S'il est musulman, il va t'en imposer. S'il est républicain, il va t'en imposer. S'il est démocrate, il va t'en imposer. S'il est en fait, quel que soit ce qu'il est, s'il est moon, alors là, sa vision métaphysique est autre. À ce moment-là, il est contraint. S'il est moon, ça veut dire en fait qu'il a renoncé à l'identité raciale qui l'anime. C'est ça l'essentiel de Moon, c'est de refuser la hiérarchisation des races et des individus, des cultures. Non, mais c'est que lorsque nous regardons le monde, lorsque la vision Moon se pose sur la réalité humaine, eh bien, Moon ne voit qu'une seule humanité. Moon n'en voit pas deux. C'est pas parce que, au-delà des différences phénotypiques, Moon ne voit pas deux. C'est ça. Donc, qui fait que, en définitive, le concept de race n'existe pas dans la vision Moon. On nous a appris, la civilisation blanche nous a appris ce concept. Et on l'a étudié, et maintenant, il nous a appris à penser avec ce concept. Mais cela n'existe pas métaphysiquement. Que pense Moon? Pardon, je t'en prie. Oui, juste une dernière chose. Donc, il faut bien que les téléspectateurs comprennent ceci. C'est ça que je voulais dire. Que pense... Non, je me laisse emporter. Que pense... Non. Nous avons là donc l'année 2013 est l'année de commémoration de la naissance d'Aimé Césaire. Aimé Césaire qui a donc défendu, mené très haut le concept de négritude. Le concept de négritude qui, comme le concept Moon, tendait à briser la machine coloniale, à briser la machine qui ne reconnaît pas la valeur humaine en tant que telle. Et cette année donc est dédiée un certain nombre de manifestations à Aimé Césaire. Quel est ton sentiment? Et là, on ne parle plus tellement de Moon, mais de manière plus générale, toi qui es féru de littérature, qui es féru de culture, etc. Que penses-tu de cet hommage général à notre mémé national? Alors, ce que je pense, c'est que
si celui qui rend hommage à telle ou telle personnalité du monde, et en l'occurrence Aimé Césaire dans le cas d'espèce, ne comprend pas l'enjeu qu'incarne en fait le combat qu'a mené Aimé Césaire, que sa souffrance a été en fait d'être prise au piège de la grosse machine créole qui, comme les Noirs en fait de son époque et d'aujourd'hui d'ailleurs et d'avant lui, à partir de l'expérience de l'esclavage, de la colonisation, eh bien, lui aussi donc a été broyé, violenté par cette vision créole, humilié, méprisé par cette vision créole. Et si celui qui souhaite lui rendre hommage ne comprend pas que son cri a été précisément de dire, lorsqu'il disait que, de manière sans doute maladroite, parce que n'ayant pas une conscience suffisante de ces deux visions du monde, de manière claire et nette, eh bien lorsqu'il disait en fait, ouais, eh bien, c'est pas le vrai universalisme, hein. Lorsque l'Occident nous présente, c'est pas le vrai, hein, ce sont des hypocrites, que l'humanisme, en fait, le vrai humanisme, c'est pas ça. Et on voit bien qu'en fait, il essaie de dire qu'il y a autre chose, il essaie de dire sa vision du monde, il essaie de l'exprimer. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'on analyse, en fait, je dirais sa production, on voit bien qu'il est prisonnier de ce paradigme créole, tellement qu'il est prisonnier que, eh bien, il va finalement plutôt croire dans l'assimilation. Parce qu'il regarde à droite, il regarde à gauche, son horizon, en dépit de sa vision moon, n'est pas suffisamment éclairé par, je dirais, le discernement. Et donc, sa réaction a été de dire, eh bien, inscrivons-nous dans l'assimilation avec l'espoir un jour, en fait, voilà, de jours meilleurs. Eh bien, voilà. Et si on ne comprend pas que pour pouvoir, en fait, rendre hommage à cet individu, il faut comprendre, en fait, son engagement à vouloir sortir de ce paradigme-là, ce paradigme colonial, ce paradigme, la colonisation n'est qu'une expression, comme je disais, qu'une manifestation, qu'une forme en fait de la manifestation de la vision créole. Eh bien, sortir de ce paradigme-là, qui violentait lui-même, bien sûr, mais qui violentait aussi son peuple, sa civilisation, eh bien, si on ne comprend pas ça, eh bien, on passera à côté. Et on pourra croire que son cri dans sa racine, voilà, était de nous permettre en fait de consommer, d'avoir un confort, de vivre tel que nous vivons, voilà, la relation au monde d'aujourd'hui. Exactement, voilà. Et donc, son espoir et son espérance étaient là, même si, en effet, il n'a pas su, je dirais, conceptualiser suffisamment les choses. Il n'a pas su avoir le discernement manifestement permettant de proposer une voie, la voie Moon, hein, qui soulage la conscience et qui autorise à l'épanouissement, en tous les cas, s'agissant de la civilisation noire. Nous avons parlé d'Aimé Césaire, nous avons beaucoup abordé des sujets très intéressants et très pertinents. Nous avions décidé, prévu, de parler de Frantz Fanon, parce que nous avons considéré, lors de nos discussions ensemble, nous avons considéré que le mouvement Moon était certainement celui qui se rapprochait le plus de la vision de Fanon, en cela que Fanon, lui, va très loin dans la démarche. Alors, il ne va pas loin en Martinique, on pourrait le penser, quoique, ses idées sont quand même très pertinentes, mais il s'engage aux côtés des Algériens pour mener la décréolisation, si je peux me permettre, jusqu'au bout. Absolument. Et en cela, Moon se rapproche certainement plus de Fanon que des autres leaders de la pensée martiniquaise. C'est bien ça? Absolument.
il faut comprendre que, s'agissant en fait de nos leaders et de notre des afro-descendants en général confrontés à la vision créole du monde, que ce que l'on appelle en fait la peur, la lâcheté, renvoie systématiquement à un fait. Le fait de ne pas assumer la vision monde. Le fait traumatisant. Voilà, le fait de reculer devant la violence créole et de ne pas dire « niet, c'est terminé ». C'est terminé en ma conscience. J'assume pleinement la vision, dorénavant la vision monde. Et c'est un droit légitime, non? Mais absolument, mais le droit aujourd'hui, en raison du combat que nous avons mené, hein, notre civilisation a mené, eh bien, le droit aujourd'hui condamne le racisme, condamne la vision créole du monde. Et donc, même s'il y a des identités qui se sont forgées, des identités raciales, des identités en fait racistes par conséquent, le droit est venu pour dire en fait que, eu égard à l'expérience de l'humanité, eh bien ça c'est une aberration et qu'on ne peut pas vivre à travers, dans le prolongement de cette vision du monde. Et donc, je disais qu'en fait que, eh bien, il s'agit de ça fondamentalement. La peur, la lâcheté qui renvoie à cette incapacité de l'individu d'assumer pleinement jusqu'au bout la vision monde. Alors, et ça se traduit socialement. Eh bien, parce que celui-là est plus clair ou plus foncé, eh bien, vous verrez en fait la lâcheté, l'opportunisme, la peur, hein, et vous verrez en fait que le noir, l'afro-descendant, qui préfère se positionner dans la socialité créole, se posturer, voilà, exactement, voilà, etc. Et qui voilà. Alors, donc, il est temps en fait que notre conviction soit emporté par la vision monde et de manière très claire, très nette et très déterminée. Rapidement, rapport à Fanon. Et donc, au sujet de Fanon, voilà quelqu'un que l'on a dit qu'il a été courageux, parce que, et là, c'est moi qui pose cette analyse eu égard à ce qu'on sait de la vision monde, mais ce que je vois, voilà quelqu'un en fait qui, dans ses ouvrages, de manière très claire, a dit en fait que eh bien, cette conception de l'humanité qu'a l'Occident, qu'a la civilisation blanche, est une conception tout à fait inacceptable. Et face à ça, comme plein d'autres, comme Césaire l'a dit, mais face à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parce qu'à un moment donné, il a compris en allant en Algérie, il a compris en fait, à un moment donné, eh bien, il a assumé cette conscience. Il a vu la souffrance. Oui, mais surtout, il a saisi en fait l'enjeu, qu'il y avait une vision du monde là qui venait et qui imposait. Et en tant que psychiatre, il a compris la souffrance du colonisé. Oui, mais on n'a pas besoin d'être. À un moment de l'histoire qui était quand même moi, je assez crois que c'est pas tellement parce qu'il était psychiatre, parce que nous tous, parce que nous vivons cette expérience, nous la connaissons, nous connaissons cette souffrance-là. C'est simplement parce que lui, il l'a assumé, c'est ça cette différence, il l'a assumé, et en tant qu'il a une spécialité, il est psychiatre, eh bien, il a utilisé sa spécialité pour pouvoir avancer dans cette voie. Eh bien, il a dit, niet, cette conception, et il a été jusqu'à prendre les armes, il a été jusqu'à mettre sa vie en danger pour pouvoir en fait préserver cette vision de l'humanité, de dire en fait la dignité humaine. Nous sommes tous d'une même humanité et il n'est pas question qu'on nous impose une socialité créole. Très bien. La petite lumière verte me dit une fois de plus que le temps qui nous était parti est presque bouclé. Il doit nous rester 1 minute de temps de parole. Le temps de dire que, en fait, Fanon dit nous ne voulons plus être les damnés de la terre. Et Moon dit exactement pareil. Fanon, c'est un afro-descendant. Fanon est un noir. Fanon porte, son identité porte la vision monde. Son identité, qui n'est pas racialisée par conséquent en tant que noir, donc qui n'est pas une identité raciale, cette identité est la traduction de la vision monde. Et donc, lorsqu'il parle de manière authentique, il ne peut que dire ceci, et il ne peut que l'incarner, parce que son combat n'est pas seulement... Parce qu'il peut avoir, en fait... lorsque, par exemple, il y a cette Deuxième Guerre mondiale, il y a les Français de France qui combattent les Allemands d'Allemagne. Ils sont porteurs des deux de vision créole. C'est pas parce que l'autre, en fait, combat en fait, pour pouvoir sauver des êtres humains
que sa finalité, c'est la réalisation de la vision Moon. Hein. Attention, il ne faut pas se leurrer. Très bien. Très intéressant. D'ailleurs, il faudrait que nous consacrions, et je me ferai un plaisir d'en faire profiter les téléspectateurs, une émission à Frantz Fanon. Parce que j'aime beaucoup cette analyse très pertinente que tu portes sur son œuvre et sur son travail. Alors, chères téléspectatrices, téléspectateurs, notre émission touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir été en notre compagnie durant cette heure consacrée à la créolité. Je vous le rappelle, un débat qui se voulait contradictoire avec notre invité Dominique Monotuka, qui, je le rappelle, est docteur en droit et avocat au barreau de Fort-de-France. Au final, des idées très pertinentes. Moi, j'en suis convaincu. J'espère que vous êtes convaincus de l'autre côté de l'écran. Dominique Monotuka, merci d'avoir été en notre compagnie durant cette heure consacrée à la littérature. Je l'ai déjà dit sur Zouk TV. À bientôt. Notre antenne te sera toujours ouverte. Merci. Et puis donc, prochain rendez-vous, Dominique Ouko, fais-moi plaisir, une émission consacrée à Frantz Fanon. On va essayer d'inviter un autre spécialiste pour un petit débat très qu'il autour de cet homme qui a quand même, qui est un de nos plus vaillants mapipis. Hein. Il faut le préciser. Absolument, parce qu'il a eu la volonté d'incarner en conscience pleinement, donc d'évacuer l'instruction créole qu'il avait reçue. Il a eu la volonté en fait d'incarner Moon. D'assumer son identité, d'assumer sa civilisation, d'assumer cette vision Moon qui dit qu'il n'y a qu'une seule nature humaine, qu'une seule espèce humaine. Très bien, chères téléspectatrices, téléspectateurs. C'est en cela en fait qu'il est un homme d'exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et nous aurons l'occasion d'en discuter. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, à la semaine prochaine. D'ici là, restez bien branchés. Merci, bye bye.